Mais qu'arrive-t-il à Robert Schwanke? Qui, évidemment, a un nom de famille impossible à prononcer, comme ça m'arrange. Ce mec a fait des films géniaux. Il a fait Flight Plan avec Jodie Foster. Il a fait Red. Il a fait The Time Traveler's Wife, qui était un très beau petit film indépendant sur une histoire d'amour avec un mec qui voyage dans le temps et tout, qui était très très bien foutu. Et le mec nous sort, l'année dernière, il me semble, c'était il y a un an seulement, RYPD, espèce de sous-Men in Black pourri avec des fantômes. Et là, Divergente 2, ouf, c'est pas un navet, mais ça casse pas des briques, hein. Pour tout ce que ça casse dans le film, ça casse pas des briques, c'est vraiment pas terrible. Il y a des choix de réalisation et de narration et de développement de scénario qui sont à hurler, et je pense que les premiers à hurler, ça va être les fans du bouquin, parce que j'ai essayé de regarder du coup vite fait à quoi ressemblait le bouquin. Et limite, j'ai lu une autre histoire que celle que j'ai vue dans le film, quoi. C'est très 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 éloigné. L'enjeu principal du film n'existe même pas dans le bouquin. Dans le bouquin, il y a la chef de la grande ville. J'essaie même plus de retenir les noms de ce film parce qu'il y a trop de trucs entre les cinq factions, le nom du truc, les factions externes, les 100 factions, il y a 5 personnages par faction important. Enfin, moi, mon cerveau, il explose. Je peux pas retenir autant de prénoms. Vous savez que j'ai du mal à retenir 2 ou 3 prénoms, à part Shailene Woodley, que j'ai retenu, pour l'actrice, et Tris pour le rôle principal. J'ai vraiment du mal. Je me souviens que la mère s'appelle Evelyn, parce que j'adore Naomi Watts, donc je me suis souvenu que qu'elle s'appelait Evelyn. Mais, c'est la mère de Thor. Mais, pour le reste, je vais pas y arriver. Divergente 2, Insurgent, en version originale, Insurgent, prend la suite directe du premier film, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'échapper de la ville des factions. Ils sont poursuivis, les divergents et une partie du groupe qui avait résisté des audacieux pour obstruction évidemment au bon ordre de la société. Ils se réfugient chez des gens, et en fait la méchante veut récupérer des divergents parce qu'elle a un espèce de pentagone, truc posé comme ça là, qui contient en fait des simulations pour tester plusieurs types de personnalités, entre les altruistes, les divergents, les altruistes, les audacieux, etc. Et il faut réussir les 5 pour obtenir une espèce d'information secrète qui serait bloquée dedans, mais dont elle-même n'a pas accès. Mais à laquelle elle-même n'a pas accès. Et donc elle essaye de récupérer le personnage du premier film pour qu'ils, et en particulier Triss, pour qu'elle essaye d'ouvrir la boîte, pendant qu'elle essaye de monter une révolution en alliant les audacieux révoltés avec les sans factions, avec d'autres groupes encore. Elle essaye d'avoir les espèces de hippies du début là, mais dans le film ils en parlent pas, dans le bouquin ils en parlent, mais j'ai vu dans le résumé, mais dans celui-ci ils en parlent pas. C'est vraiment assez laborieux. Alors, ce que je comprends qu'ils aient dû beaucoup retravailler le bouquin. Trop de personnages, donc évidemment, il faut déjà en supprimer, voire en résumer certains en un autre personnage. Ils en ont créé un autre là qui s'appelle Edgar, dont ils arrêtent pas de parler dans toutes les commentaires, toutes les annotations. Le mec dit 3 mots dans le film, on en a rien à foutre. Pourquoi faire autant de bruit sur ce mec? Mais il fallait les résumer, il fallait en enlever certains, il fallait enlever ces trucs, et surtout, il y a pas mal de moments dans le bouquin où manifestement ils font des allers-retours entre la ville, entre le truc des fraternels qui sont plus loin, etc. Un film peut pas faire ça. Un film faut que ça avance. Donc une fois qu'on arrive à un point, on y reste. Sinon, sinon ça n'a pas de sens, quoi. Ou alors c'est le but, c'est de réussir à y revenir. Mais une fois qu'on y est, généralement, dans un film, on reste à un point. Revenir ailleurs, ça fait une régression. Dramatiquement, ça fait une régression. Donc je comprends le besoin d'adapter, mais alors là, c'est vraiment pas terrible. Et surtout, il y a plein de décisions que je ne comprends pas. Et qui font vraiment mauvaises et assez téléphonées. Quand, au tout début du film, les personnages sont chez les fraternels, oui c'est ça, les fraternels il me semble. C'est eux qui sont partis, les hippies là, bon bref, je m'en fous, j'arrive même pas à retenir le truc, et de toute façon ça commence à devenir merdique cette saga, donc je vais pas m'intéresser. Ils sont donc dans un village, et les troupes de la méchante, dont j'ai oublié le nom aussi, qui est joué par Kate Winslet, viennent attaquer le village et ils doivent s'enfuir. Coup de bol, dans un monde désertique, entouré par une clôture où les gens ne sortent quasiment jamais de la ville, ils ont du pot, il y a un train qui passe juste à ce moment-là, dis donc. Ça vient du bouquin pour le coup, hein, mais dans le film déjà, justement, quand on le voit dans le film, ça fait encore plus ridicule, quoi. On se dit, mais d'être sérieux là, ils sont au milieu de nulle part, dans un village ou machin chose, et il y a un train qui passe comme ça, juste au bon moment, et surtout, le train il va dans la ville, donc manifestement il est contrôlé par les gens de la ville, arrêtez le train!
faites arrêter le train, et alors ça va m'en revenir beaucoup, parce que, bref, ils rentrent dans le train, et là, ils tombent sur des sans-factions, qui sont armés, etc. Dans le bouquin, je vois qu'ils sont armés. Mais le résumé du bouquin que j'ai vu, ne dit pas qu'ils se battent avec eux. Parce qu'excusez-moi, mais quand vous rencontrez des gens, et que, quelque part, vous vous dites qu'il y a peut-être moyen de faire une alliance, un truc dans ce genre-là, ou même que c'est pas vos ennemis de base, c'est des sans-factions, donc c'est des gens qui sont pas vos ennemis. Quand vous leur tâtonnez la gueule et que vous en butez 2 ou 3 dans le combat, de façon violente, genre devant la porte et on te pousse et tu tombes sur les rails et on entend le train qui fait en te passant sur le corps, excusez-moi, mais je pense pas que les sans-factions, ils leur font un accueil à bras ouverts quand ils arrivent ensuite, quoi. C'est... non, surtout des gens que tu connais même pas, ils se battent avec eux, ça va à peine que c'est des sans-factions, enfin... Cette scène n'avait aucun sens, vraiment, ça fait vraiment genre, faut rajouter une scène d'action pour que ça continue, quoi, mais ça a pas de sens, cette scène d'action à cet endroit-là, avec ces gens-là. Pense à ce qui arrive après dans le scénario, mec, c'est pas logique. Tu peux pas déjà leur faire buter des gens alors que c'est des gens avec qui ils vont devoir bosser ensuite. Il y a un gros problème quand même. Donc ça, par exemple, qui m'énervait bien. Le truc qui vraiment... Là, j'ai trouvé que c'était honteux. Les troupes de Janine font un raid quelque part dans un bâtiment et ils tirent des balles un peu spécial qui reste en fait à l'intérieur et qui s'enroule en fait autour des veines pour qu'ils puissent pas les enlever. Et ces balles en fait lancent des simulations, parce que dans le bouquin il y a tout un truc sur les simulations, alors que dans le film ils le font vraiment à quelques rares occasions pour montrer leur section, mais pas vraiment pour le reste du truc. Ces balles lancent une simulation qui font que les gens se suicident du coup sans pouvoir se décider. Vous avez donc marqué la quasi-intégralité des rebelles que vous cherchez avec des balles qui émettent des ondes radio pour pouvoir leur transmettre des simulations. Vous n'avez pensé ni à essayer de repérer où pouvaient se trouver les radios, parce que s'ils reçoivent les ondes, il y a bien forcément un moyen d'envoyer un ping, quelque chose pour qu'on les trouve. Et surtout, même si ça marchait pas par onde radio, vous mettez des balles qui sont faites spécialement, dont vous savez qu'elles vont être destinées à vos ennemis. Mais un traceur GPS! Ce film serait réglé au bout d'1 heure! C'est une catastrophe! Si tu vois le truc, tu fais mais vous avez tous un truc qui est relié à elle par onde. Enfin, c'est évident qu'elle peut vous trouver. Normalement, même si elle pouvait pas en détecter une, s'il y a une masse, il doit bien y avoir un truc qui attire les ondes, ça doit bien faire des interférences, ça doit bien faire quelque chose, c'est des antennes de réception, quoi, merde! Un peu de magnétisme, un peu d'onde, un peu d'électricité, bordel! Ça n'a aucun sens! C'est aucun sens scénaristiquement, scientifiquement on va dire, mais aucun sens au niveau même de la psychologie des méchants. Je veux dire, Janine elle est prête à tout, évidemment qu'elle met un GPS là-dedans pour essayer de trouver les gens tout de suite. Bon, il y a peut-être plus de technologie GPS à cette époque-là. Puisque si le monde est tombé, il y a peut-être plus de satellites. À la limite, je veux bien accepter ça, mais alors faut le dire dans le film, parce que il y a un truc qui va pas, et même ça, enfin, je veux dire, à la limite, ils ont plus besoin de satellites avec la technologie qu'ils ont et tout ce qu'ils arrivent à faire leur technologie, je pense qu'ils ont plus besoin de satellites pour faire du GPS, quoi. Ils peuvent se repérer avec des antennes un peu partout, autour du mur, par exemple, ou un truc dans ce genre-là, ça paraîtrait beaucoup plus logique. Et alors surtout, le gros problème créé par toute cette rescénarisation, c'est que cette fameuse boîte qu'ils mettent dans le film, et qui n'est pas du tout dans le bouquin, a été trouvée chez les parents de Triss et Caleb, son frère. Tiens, je me souviens de Caleb. Et du coup, il y a tellement de choses qui font téléphoner et faites exprès que ça en devient risible. Et le film passe son temps à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Triss arrive devant Janine, et Janine qui fait « Qui aurait pu croire, hein ? Toi, parmi toutes les divergentes, c'est toi qui peux ouvrir cette boîte. C'est quand même extraordinaire, sachant qu'en plus, c'est ironique, n'est-ce pas ? C'est tes parents qui l'avaient conservé, etc. C'est pas parce que vous dites que c'est un énorme coup du hasard que ça rend ça plus crédible. Il y a un moment, vous pouvez pas tout excuser en le disant clairement. Je dis moi-même que des fois on pourrait le faire en disant clairement, oh bah dis donc c'est quand même fou comme petit hasard, etc. Quand vous le faites pendant tout le film, ça marche plus. C'est comme tout, quoi. C'est l'utiliser en petite dose, ça marche bien, mais en gros dosage, ça fait overdose, quoi. Donc c'est beaucoup trop lié, c'est beaucoup trop fait exprès, c'est beaucoup trop écrit, c'est beaucoup trop scénaristiquement pratique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et la réalisation est aussi bonne que mauvaise, c'est-à-dire que il y a plein de mouvements de caméra complètement superflus. Je me souviens d'une scène où elle sort je crois que c'est du bâtiment des érudits.
Non, pas les érudits, c'est les autres. Ceux qui sont sages, là, enfin, ceux qui sont justes. Voilà, les justes, je crois. Et elle sort du bâtiment, la caméra est tournée à 90 degrés, en plongée 3/4 haute sur un espèce de bâtiment qui est comme ça, etc. Et quand les personnages arrivent par ici, la caméra à ce moment-là redescend, refait un espèce de truc et revient comme ça devant les personnages. Et quand il y a un truc, on fait mais il sert à quoi ce mouvement? Tu veux montrer quoi avec ce truc? Enfin, ça a pas de sens non plus, quoi. C'est très très étrange. Il y a des moments d'ailleurs où le film lui-même ne sait plus où il va, parce que je pense à toute une scène où Triss et 4 sont en train de commencer à se chauffer l'un l'autre. Ils commencent par s'embrasser une première fois, puis une deuxième, et ça dure très très longtemps, puis une troisième, et puis ensuite ils commencent à retirer leur t-shirt, etc. Et on se dit, ah chouette, enfin la scène de cul un peu à la James Bond, quoi. Et pile poil au moment où ils retirent leur t-shirt, cut. Donc tu viens de nous teaser comme un connard pour nous frustrer juste à un moment en nous disant bah oui, je me suis attardé sur la scène de cul, mais en fait je m'y intéresse pas. Mais pourquoi tu t'attardes dessus alors? On avait besoin de rester à les voir s'embrasser pendant 5 minutes pour savoir quoi, qu'ils étaient amoureux et qu'ils avaient envie de se sauter l'un sur l'autre. Ça se voit quand même. Ils l'ont déjà fait dans le premier. Il y a plein de choses comme ça qui servent à rien, qui sont pas très intéressantes, qui font vraiment superflu et en mettent plein la gueule. Cela dit, au niveau du plein la gueule, j'ai un truc à retenir de ce film, c'est les scènes de fin, quand justement Triss est dans cette boîte qui sort de l'adaptation et qui n'est pas prévue qui n'est pas dans le bouquin, où du coup elle est soumise à plusieurs simulations en tant que divergente, et ce film est un pur délire visuel en gros. C'est fait pour pouvoir filmer des bâtiments en effets spéciaux, en CGI, en train de se décomposer en centaines de milliers de petits morceaux, de petits fragments, de petites molécules et tout dans ce genre-là. C'est magnifique. Tous les passages dans cette scène-là, c'est la scène qu'on voit dans la bande-annonce où elle essaye de rentrer dans une maison, mais la maison flotte et s'envole et part au loin comme un ballon qui s'envolerait en fait. Et cette scène-là déjà était vraiment bien foutue et assez prenante. Mais en plus, quand Triss bat les simulations, souvent le résultat, c'est que tout explose autour d'elle, les bâtiments se détruisent les uns après les autres, mais pas vraiment exploser à la Inception, c'est vraiment c'est le vent l'emportera, le vent balaye les bâtiments et ça fait une espèce de poussière tout dans ce genre-là, et c'est très très beau, c'est magnifique. C'est en gros ce trip. Mais le premier aussi était déjà comme ça, je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué aussi les scènes de simulation dans le premier Divergente. C'est un film pour faire des trips visuels sur les simulations dans lesquelles ils mettent les personnages, quoi. Je pense que c'est le seul truc qui attire les réalisateurs dans ce film, ce que je peux comprendre, parce que l'histoire, elle est bordélique, elle est compliquée, il y a trop de personnages, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Mais je pense que c'est vraiment pour le délire visuel. Après, j'ai aussi trouvé un autre truc de chiant dans le film, c'est que ils passent leur temps à chouiner déjà, mais à parler. À parler, ce serait bien, j'aurais pas de problème, mais à chouiner, c'est très gonflant. Il y a un moment où t'as envie de leur dire, mais vous n'avez plus que ça à faire de parler de la culpabilité de Triss et du père de Four qu'il a abandonné et du machin. Au bout d'un moment, on s'en fout, quoi, merde, le film fait 2 heures, j'ai zappé une scène et mettez un truc beaucoup plus intéressant pour l'histoire. Il y a un moment, vous mettez trop de temps, quoi, ça devient trop long et c'est pas très très intéressant. D'autant que, alors du coup, pour finir là-dessus, certains effets ne marchent pas parce que... Bon, alors, j'étais à côté de 2 jeunes filles de 13-14 ans, suffisamment stupides pour ne pas savoir qu'il faut mâcher avec la bouche fermée quand on est au cinéma et non pas expulser le bruit de ses popcorn partout dans le truc, juste à côté de moi, et qui, quand elle est sortie du film, j'aime bien parce que c'est vraiment le truc, elle est sortie, j'ai fait « j'ai pas compris ». Et sa pote qui arrive, elle fait « qu'est-ce que t'as pas compris ?»« J'ai pas compris la fin ». Et ça veut dire « bah il se passe ça, quoi. » Enfin, elle lui redit exactement ce qui s'est passé dans la scène, elle fait « oui, mais je comprends pas, elles sont où ?» Bah, c'était le même plan que tout à l'heure quand on a vu Triss dans la prison, donc manifestement dans la même cellule. Enfin, sa pote à côté avait l'air à moitié catastrophée quand même. Et certains effets ne marchent pas, enfin certains effets ne passent pas, il y a des trucs qui deviennent ridicules. Il y a une scène où Triss saute à la gorge de Janine et ça passe au ralenti complètement, et avec la tête qu'elle fait, elle a une tête, bon, surtout que c'est sur Sharonan et qu'elle a pas toujours des têtes très très esthétiques, mais elle sort du truc et elle a une tête genre ça devait être beau ce que je viens de faire là, je vais la mettre en miniature. Et elle a une tête complètement déformée, etc. Et toute la salle, qui était quand même plutôt pleine,
était vraiment en train de rigoler comme ça, et c'est vrai que c'était un peu ridicule. Elle se fait connecter par des câbles, des câbles un peu comme ceux qu'on utilise pour le cinéma, des câbles qui la regardent, quoi. T'as un câble qui descend, une espèce de petit truc de fibre optique là qui est là, puis qui la regarde, qui la considère comme ça pendant 2-3 minutes, en la regardant, ça n'a pas d'œil. C'est de la fibre, c'est un truc, ça peut pas la regarder, c'est pas logique. Et le truc ensuite fait, il va se planter dans son dos, etc. à la Matrix pour faire une espèce de simulation, mais c'est surfait quand même et pas très très intéressant. Et moi je trouve qu'il y a 10 000 fois trop de personnages dans cette histoire. En bouquin ça doit passer plus facilement parce qu'on apprend à les connaître petit à petit, puis on les découvre, on a le temps d'un paragraphe de description pour essayer au moins de les rentrer un peu dans notre tête. Mais là vraiment, il y a combien de personnages importants? Il y a déjà au moins 4 résistants en comptant son frère et celui avec qui elle est partie. Il y a les chefs des résistants, il y a les chefs des factions, il y a 3-4 mecs dans les audacieux, il y a overdose. Grosse overdose, beaucoup trop de choses. Et j'ai vraiment du mal. Le message reste toujours assez innocent, quoi. L'idée, c'est oui, cultiver vos différences, c'est ça qui vous rend intéressant. Ne vous limitez pas à quelque chose, et ne suivez pas des règles et des dogmes de façon aveugle et essayez de les remettre en question constamment, etc. La fin est intéressante mais un peu téléphonée quand même. Enfin, en gros c'est la même fin que Labyrinthe. Et je sais pas, tout ça amène. En plus ils se font eux-mêmes le trip. Alors pourtant ils ont pas du tout fait le succès qu'ont eu les autres sagas comme Twilight ou Harry Potter ou des trucs dans ce genre là, mais ou Hunger Games qui marche très très bien. Mais ils se font le délire du tome 3 en 2 films. Je vois pas l'intérêt. Vous avez déjà complètement remanié l'adaptation du bouquin, donc à quoi bon vouloir rester fidèle au dernier et vouloir tout mettre à l'écran dans 2 films? Surtout que vous allez probablement pas le faire, parce que vu comment vous êtes parti, vous pouvez pas revenir sur le truc. Bref, j'ai vraiment du mal avec Divergente 2, beaucoup plus qu'avec le premier. Je trouve que ça se barre en couille. C'est pas le même réalisateur d'ailleurs que dans le premier, c'était Robert Burger, je crois, sur le premier, qui était un peu gras mais qui était chez moi. Là, Robert Schwanke, c'est de la bonne saucisse allemande. Désolé, je fais des jeux de mots sur les noms de famille, mais le film aspire pas mieux, quoi. Je trouve vraiment pas ça très très intéressant. Ça va dans tous les sens et ça s'éloigne de son message. Bref, j'ai du mal. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.